Bienvenue dans ce 5e épisode d'Inspiration créative. Ici Kylian Talent. Je suis Valentin Decker. Et pendant une saison de 10 épisodes, nous allons à la rencontre des créateurs que nous trouvons les plus fascinants. Pour ce 4e épisode, c'est Éléonore Coste qui a accepté de se plonger avec nous dans l'univers fascinant de la créativité. Éléonore a une personnalité incroyable. Elle a osé nous parler de ses galères qu'elle a rencontrées dans son parcours, de ses grosses remises en question, mais aussi de la façon de créer et de régénérer son énergie créative. Pour cet épisode, on aimerait remercier encore une fois Foodcherry. Foodcherry, c'est un service de livraison pour votre pause déjeuner avec des plats à partir de 6,90 €. Ils font des recettes qui sont à la fois inspirées et créatives. Et le truc qu'ils ont en plus, c'est qu'ils concoctent le tout avec des produits de saison qui peuvent être bio ou locaux par exemple. La carte change tous les jours et si vous êtes végétarien, 50% de la carte est végétarienne. Pour nos auditeurs, Foodcherry offre 10 € de réduction pour toute première commande dès 15 € d'achat avec le code Inspiration créative en un mot et au singulier. C'est gourmand, c'est sain et pour commander, ça se passe sur foodcherry.com. Et le petit plus qu'ils ont, c'est qu'ils ne livrent pas uniquement à Paris, mais aussi à Lyon, Lille, Bordeaux, Strasbourg, Nantes et Toulouse. Bonne écoute. Bonne écoute. Salut Éléonore, bienvenue. Merci. Il y avait une première question que je voulais te poser. Dans une interview que j'ai écoutée de toi, tu dis que tu as traversé une crise de la trentaine. Ouais. Et que en gros ça a un peu remis en question, tu me dis si tu vas me corriger après, mais ça a un peu remis en question la vision que tu avais de toi-même et que peut-être les autres avaient de toi-même et que peut-être que la personne que tu étais avant tes 30 ans, tu t'es rendu compte que c'était peut-être pas qui t'étais vraiment et peut-être que tu avais d'autres facettes de toi que tu n'avais jamais explorées. Ouais. En fait, ça résonne avec plein de trucs que moi j'ai vécu, donc je trouve ça super intéressant et j'aimerais bien que tu parles dessus. Parce que t'as 30 ans passés toi ? Pas du tout. Ah ouais. J'en suis encore loin, mais parfois ça peut être à Ouais. 22 ans, ça n'a aucun Ouais, sens, c'est ça. mais... Mais sur des événements de ma vie ou des éléments sur lesquels je pensais être sûr de Ouais. moi, je me suis rendu compte que en fait, c'est volé en éclats et que Ouais. tes certitudes elles reposent sur rien en fait. Ouais. Tu te confrontes, tu te confortes toi-même dans des pensées que tu as. Mais c'est un phénomène logique en fait, parce que plus tu vas avancer dans l'âge, plus tu vas être confronté à des situations auxquelles tu n'as jamais été confronté et découvrir des réactions qui sont très étonnantes. Là, ce qui s'est passé sur ma crise de la trentaine, c'est que j'ai déconstruit qui j'étais en amont pour arriver à 30 ans avec une nouvelle version de moi qui était celle que moi je voulais être. Selon moi, et c'est intéressant d'en parler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai 33 ans, donc il y a 3 années qui sont passées et il y a des trucs que je pensais justement des trucs plaqués, que l'éducation avait plaqué, etc., qui sont revenus au galop. Donc finalement là en ce moment je suis en train de me dire ah oui, en fait on n'échappe pas à qui l'on est, ce qu'on a plaqué sur nous, c'est quand même c'est vraiment un travail au quotidien. J'entends que avant les 30 ans, c'est vrai que j'étais un peu façonnée, mais c'est normal, on est encore un bébé. Je le suis encore d'ailleurs aujourd'hui, mais on est un peu façonné donc, par l'éducation qu'on a reçue. J'expliquais, par exemple, on a toujours dit Lolo adore le chocolat. C'est un exemple à la con. Bon, je suis arrivée à me demander est-ce que c'est moi qui aime le chocolat, je veux dire vraiment, ou si c'est parce que toute ma vie j'ai entendu. Et du coup, ça s'est appliqué à ma profession. J'ai tellement entendu toute ma vie, de toute façon, elle doit être actrice, qu'elle sait rien faire d'autre, que je suis allée vers ce métier. Est-ce que moi, de moi-même, si on m'avait laissé vraiment le choix, une certaine liberté, je serais allée vers ça, je sais pas. Je serais allée vers un métier créatif, c'est sûr. Mais voilà, et c'est tout ça qui a un peu volé en éclats avec l'arrivée des 30 ans. J'ai arrêté de fumer, et c'est con, mais c'était moi. La fille qui fume 2 paquets de clopes par jour, qui fume, on m'identifiait comme ça, on m'identifiait à Matou, on m'identifiait quand on parlait d'une fumeuse, c'était moi l'exemple. Mes parents fument beaucoup, ma sœur on est une famille de fumeurs, donc d'arrêter aussi c'était me mettre à l'écart et dire qui je suis aussi sans la cigarette, quel est mon rapport du coup à la bouffe, parce qu'il y a un nouveau truc qui se met en place, du coup mon rapport au sport, donc il y a ce moment où tu reconstruis quelqu'un, et là je suis dans la phase justement où je suis allée dans l'excès de méditation, sport, bien manger, faire très attention, etc. Et maintenant je commence à comprendre comment marche mon corps et puis moi aussi de quoi j'ai vraiment envie. Et oui, j'aime le chocolat. Et comment t'as fait pour trouver ces vraies aspirations du coup ? Après ce moment-là, comment tu t'es dit ça c'est moi et ça c'est pas moi ?
et du coup c'est sur ça que j'ai envie d'aller et de m'investir. Bah alors ça se fait pas du jour au lendemain. Ouais, j'imagine. J'ai trouvé une psy géniale. En fait j'ai toujours suivi une thérapie. D'accord. Mais bon, j'ai été très longtemps avec un mec, en gros au moindre problème il me donnait des médicaments. Et là, je suis tombée sur une nana, pile à ce moment-là, quand j'ai arrêté de fumer, donc 29 ans, une nana anti-médoc. Et en fait, je suis passée en analyse. Donc l'analyse, c'est quand t'es allongée et que tu vas vachement dans l'inconscient. Et elle m'a vachement aidée à comprendre un peu aussi vers ce quoi je tendais. Parler de mes parents, de tout ça. Enfin bon, c'est quand même compliqué, hein. Et c'était quoi la question ? Et donc du coup, comment t'as trouvé les certitudes sur lesquelles t'avais envie de construire la suite ? Alors j'ai pas de certitude, mais je sais que j'ai décidé en tout cas que j'étais faite pour le bonheur et que ce truc dépressif qu'on m'a collé, c'est vrai que je suis un peu dépressive, mais j'en ai fait une force et je me suis dit ok, ce truc là ce sera toujours en toi. Donc je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie d'être, je vais aller au maximum vers ça et on va voir ce qui prend pas. Au final, j'étais pas sportive du tout, ça c'est resté, c'est vraiment une passion. Je suis devenue non-fumeuse alors que je pensais vraiment, enfin tu sais, des trucs cons comme ça, mais je me couche tôt, je me lève tôt alors que je me couchais tard, enfin des trucs que je me suis dit je veux ça et bon, je me fixe ça et on voit jusqu'où je peux aller. Pour l'instant ça va, après il y a des trucs qui te rattrapent. J'ai l'impression que tu as aussi une logique de te dire je me prends comme je suis, j'ai des imperfections que j'essaye d'améliorer, mais a priori finalement ces imperfections c'est aussi celles qui me caractérisent. C'est ça. Il y a une certaine fierté de... Mais c'est ça qui est dur et j'ai plein de potes, quand t'es auteur, quand t'es un peu là-dedans, on a un côté quand même hyper mélancolique et hyper dépressif. Et ça c'est vrai. Et j'ai pas mal de potes qui du coup vont tendre, ils vont pas vouloir laisser cet état de côté parce qu'ils pensent que c'est grâce à cet état qu'ils créent. Et moi tout mon travail ça a été de me dire ok, j'ai cet état mais je pense que je peux créer en étant heureuse. Et franchement c'est ce que je fais là maintenant depuis quelques années. J'ai un fond dépressif mais tu vois jamais je me laisse aller, jamais je me retrouve dans les situations dans lesquelles j'ai pu me retrouver des années auparavant, donc voilà. Ok. Avant quand tu créais tu n'étais pas heureuse du coup ? Ou ça n'avait rien à voir ? Comment tu en fait c'est le moment où j'ai décidé d'être heureuse coïncide un peu avec le moment où j'ai commencé vraiment à créer. J'ai toujours créé mais bon on va dire sérieusement gagner ma vie avec ça c'est vraiment un moment décisif dans ma vie où j'ai dit ok, je stoppe les antidépresseurs, stoppe les calmants, stoppe les somnifères, on assume l'insomnie, et j'utilise ça en matière et c'est un moment, j'ai commencé à être heureuse à partir de là aussi, tu vois. Et est-ce que dans cet épanouissement un peu que tu as du coup qui se découvre petit à petit tu parles de ton bonheur au quotidien, est-ce que c'est une source d'inspiration dans ce que tu crées ensuite ? Il faut, des fois c'est dur parce que c'est vrai, c'est plus difficile de créer avec le bonheur qu'avec le malheur. C'est vrai, il y a plus de choses à raconter. Ça inspire vachement plus. Il y a une chanson de Ben Mazieux qui est géniale sur ça, La liesse est levée, où il a réussi justement à composer une chanson hyper gaie où il explique, les paroles sont chouettes, ce qu'il explique, c'est finalement le malheur nous fait produire énormément, mais le bonheur aussi ça sonne différemment quoi. Donc j'arrive maintenant à créer parce que je considère que je suis quand même assez heureuse avec des petits fonds machin, mais c'est vrai que quand je crée et tout je me laisse parfois, ça dépend de ce que je vais créer, mais sur Genre Humaine par exemple quand je suis en écriture je me mets dans des états, je vais chercher quand même dans des trucs qui font mal, qui sont compliqués, voilà, après j'arrive à mettre une distance, mais bon. Mais quand j'écris un épisode joyeux, je suis morte de rire, et donc tu peux aussi. Et je trouve que c'est quelque chose qui se ressent quand on regarde ce que tu produis. Par exemple, moi j'ai vu certains courts-métrages ou sketchs, et on sent que tu as à la fois une sensibilité énorme, que tu peux rire aux éclats, et en même temps arriver à toucher énormément les gens par les problèmes aussi de ton quotidien ou des choses qui sont ancrées au fond de toi. Ouais. Voilà, c'est juste à titre personnel. Merci. J'étais super curieux de comprendre un peu comment tu fonctionnais dans ton processus d'écriture. Est-ce que tu mets en place des routines ? Est-ce que c'est quand l'inspiration te vient ? Est-ce que c'est tous les matins que ça fonctionne ? Comment tu... J'avais une routine qui était super, qui était je me lève le matin, je vais courir. Dans une vidéo tu me dis... Ouais, je vais courir, ensuite j'écris toute la matinée, donc en gros je me réveille à 8h, je vais courir jusqu'à 9 et ensuite de 9h30 à 13h30 j'écris. L'après-midi, je suis bonne à rien, c'est pas la peine.
Puis l'après-midi, du coup, est consacré à les castings, les rendez-vous, les autres trucs. Mais en général, le matin, j'évite de prendre des rendez-vous parce que c'est le moment où j'écris. Cette routine, elle a été un peu brisée ces temps-ci par un truc con, c'est que j'ai eu un accident de ski là en décembre. Et donc du coup, j'ai rompu mes ligaments et en fait, ça a un peu bouleversé tout mon quotidien parce que je peux plus courir. Je peux plus faire le sport comme je faisais avant et surtout il y a le kiné qui est rentré dans ma vie et ça c'est énorme. J'étais à 3-4 séances par semaine au départ, ensuite j'ai été opérée, maintenant je suis à 2 séances par semaine, ça prend beaucoup de temps et ça y est là je commence, donc maintenant c'est bon, je peux pas te courir toujours, enfin j'ai essayé, ça s'est mal passé mais j'arrive à rétablir cette routine mais c'est plus tous les matins quoi. Je comprends. Donc voilà. Après, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de projets qui sont écrits et lancés. Et je suis un peu dans une phase charnière de merde où j'ai le cul entre deux chaises à attendre de savoir ce qui se fait, ce qui se fait pas. Les épisodes de Genre Humaine, là j'ai eu une nouvelle idée hier, donc je me suis dit ok, je me réserve mercredi matin. Et je sais que demain il sera écrit, entre mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin, il sera écrit quoi. Mais sinon, c'est vrai que si j'ai pas, là pour l'instant, j'ai trop de charges de projets dans ma tête pour entamer des nouveaux trucs, j'ai du mal quoi. Mais sinon tu essaies de te dédier le matin justement à l'écriture et tu te dis, est-ce qu'il y a des moments où t'es pas inspiré et tu te dis ok je vais quand même écrire parce que je sais que ça va venir en faisant? Ou si t'es pas inspiré tu laisses juste... Si j'ai quelque chose à faire, oui je le fais, inspiré ou pas. Si j'ai un but, si j'ai pas de but, c'est très compliqué. Alors là tu rentres dans une autre phase dans laquelle je vais rentrer là dès que j'aurai fait Genre Humaine, qui est une phase de ok, il faut créer des nouveaux trucs. Et ça, en revanche, c'est des trucs qui me viennent en soirée ou des trucs qui me viennent en discutant avec des gens et là je fais ok, ça c'est bien et là je peux faire reprendre cette routine. Mais sinon, genre me poser devant l'ordi et j'ai essayé de le faire parce que je veux écrire un roman, c'est mon rêve. Je me suis dit tu te forces, t'écris une page par jour tous les matins. Je l'ai fait une semaine et puis au bout d'un moment je fais non en fait je sais pas où je vais. Là je suis en train d'écrire, donc génial j'écris mais je ne sais pas où ça va. Donc moi j'ai besoin d'un but quand même. Est-ce que on a discuté avec quelques créateurs avant de te rencontrer. Il y en a certains qui expliquent qu'ils sont parfois confrontés un peu à ce qu'on appelle la résistance. Donc c'est cette petite voix dans ta tête qui, quand tu te mets à ton bureau par exemple pour écrire dans ton cas, va te dire t'as mieux à faire. Voilà, t'as mieux à faire, ou t'aider à chercher des excuses, ou sortir ton téléphone, ou essayer de te déconcentrer. Est-ce que toi t'arrives à vaincre ça? C'est facile pour toi? Je l'ai eu longtemps et je l'ai plus parce que moi je culpabilise en fait. D'accord. Enfin moi si je dois, vraiment un exemple concret, demain je veux vraiment écrire cet épisode. Si je me dis que j'ai mieux à faire, non je vais culpabiliser. Parce que je veux que ce soit... Enfin j'ai été très grosse gameuse donc je connais ce problème de tu te mets un truc et en fait il y a la console qui est à côté. Mais ça encore une fois c'est l'expérience, c'est que j'ai tellement culpabilisé de remettre à demain des trucs que moi je suis plutôt au contraire dans l'action et je remets pas trop à demain. D'accord. Et ça comment t'as réussi à le vaincre? Tu disais qu'à un moment ça te faisait ça. C'était dans la... trop de dispersion ou c'était dans la construction de mon nouveau moi. Je ne veux plus être flemmarde, je veux travailler et je veux être fière de moi et fière de ce que j'accomplis. Et j'ai pas envie à la fin d'une journée dire tiens qu'est-ce que... J'ai un journal en fait où j'écris chaque jour à la fin de la journée. D'accord. Et j'écris les moments forts de la journée. Super. Si mon moment fort c'est j'ai fini Last of Us, tu vois. C'est pas si fort que ça. C'est pas si fort que ça. C'est un bon jeu, mais c'est pas si fort que... sortir bientôt. Et mais un dimanche, ok. Tu vois, le dimanche, je m'autorise. Samedi, dimanche, j'arrive à m'autoriser des... Mais sinon, la semaine, non, je vais culpabiliser. D'accord. C'est marrant parce que quand je t'écoute et quand j'écoutais aussi d'autres personnes qu'on avait sur le podcast, on a l'impression qu'il y a toujours un déclic qui est une forme de frustration qui s'est accumulée. Et d'un coup, tu dis stop. Et tu te dis ok maintenant il faut que ça change, c'est un peu ce que tu disais, il faut que je me reprends en main, j'arrête les jeux vidéo par facilité et je le sens vraiment quand tu me parles. Ouais parce que je crois que t'as un moment, moi ce moment il est arrivé à 28 ans où j'avais commencé ce boulot à 16 ans, de mes 16 à mes 28 ans j'étais hôtesse d'accueil, serveuse, je bossais à l'opéra, enfin tous les boulots. Il y a un moment, c'est vrai, tu te lèves, tu te dis qu'est-ce que je suis en train de faire en fait. Là, le temps il est en train de filer, j'ai conscience de ma mortalité très fort depuis toujours, mais il y a un moment, t'en as une conscience encore plus forte, tu te dis faut se sortir les doigts du cul, donc qu'est-ce qu'on fait quoi. Et c'est difficile parce que j'ai des potes qui sont dans cette situation et j'ai envie de leur dire mais si, il suffit que tu le décides, c'est facile, lâche ton boulot alimentaire et vas-y, lance-toi. Mais en fait, des gens me l'avaient dit, moi mon mec à l'époque
il arrêtait pas de me le dire, mais il a vraiment fallu que ça vienne de moi, quoi. Ouais. Et dans ton cas, comment t'as initié cette petite roue, les premiers petits pas qui font que ça se transforme en grosse boule de neige et que petit à petit t'arrives à quitter ton job alimentaire et... Il faut un gros déclic. Le gros déclic pour moi à l'époque, ça a été que je me suis séparée du mec avec qui j'étais depuis très longtemps. D'accord. Et ça a été un déclic parce qu'en fait, j'ai été tellement malheureuse. C'était la première fois que je vivais une rupture, donc c'est une douleur mais tellement intense que je me suis dit, en fait, là, j'ai tout perdu. J'ai toutes mes certitudes. Ce mec-là, je voulais faire des gosses avec lui, me marier avec lui. Donc du coup, j'ai perdu ma timidité et j'ai perdu... En gros, j'en avais plus rien à foutre de rien. Donc, en n'ayant plus rien à foutre de rien, tu deviens très audacieux. Et du coup, l'audace a pris le pas et je suis allée chez Golden et j'ai dit... j'avais déjà tourné un peu pour eux et puis je dis voilà, moi je veux écrire pour vous. Puis j'ai fait des tests, on m'a dit tiens, tu veux écrire une série, il y en a plusieurs qui écrivent une série, les meilleurs ils partent à Rio. Je l'ai écrit et je suis partie à Rio et à partir de là, en fait, ça c'est... Petit à petit, je suis rentrée vraiment en tant qu'auteur, j'ai commencé à écrire de la pub, j'ai commencé à écrire mes sketchs, ensuite petit à petit des séries, puis petit à petit d'autres trucs. Okay. Mais c'est... Il y a eu ce déclic de t'es pas obligé d'avoir une rupture ou un truc comme ça, mais ce truc de... j'ai rien à perdre en fait. Mais ça revient souvent ce truc-là, je trouve. Ouais. Cette frustration qui s'accumule et qui d'un coup explose et qui fait que ça y est, tu te déterres et maintenant t'as plus d'excuses, tu te caches plus derrière les fausses excuses, t'as plus de barrières et t'y vas quoi. Puis je crois vraiment avec l'âge, tu te dis putain, mais on va mourir. Ouais. Donc il y a un moment, t'as 27 ans, peu importe l'âge que t'as, il y a un moment, tu fais le bilan, tu dis il s'est pas passé grand chose, donc on va peut-être. Quand on a envie de créer, en fait, commence à être alimenté par la frustration de ce que t'as vécu avant et de te dire plus jamais ça, je pense que c'est là où tu deviens. C'est pas une question de survie parce que c'est pas la survie qui est en jeu, mais c'est la survie de ton cerveau. Et tu te dis il faut que je fasse et que je m'exprime quoi. Sinon il y a un trop plein. Ouais, il y a un truc de survie, c'est vrai. Et il y a un truc après, une fois que t'as connu ça, moi je sais que je vis dans la peur permanente de revenir à ça. D'accord. Moi ma peur matérielle dans ma vie professionnelle, c'est de devoir reprendre un boulot alimentaire. Ok. Parce que ce serait vraiment avoir fait un peu ça et redescendre tout en bas. Et en fait, il m'a fallu tellement de force pour faire un peu ça. Je sais pas si j'aurais la force nécessaire pour recommencer. Et est-ce que ça, c'est une peur qui est constante depuis quelques années ou est-ce que tu as l'impression que plus le temps passe, plus tu arrives à avoir confiance dans les atouts que tu crées, les avantages que tu crées en te disant je suis quand même en train de construire des choses, des gens qui me suivent, une audience. Non. J'ai peur en permanence. Perpétuel recommencement. Ouais, tout le temps. Okay. C'est les gens qui m'entourent, qui me rassurent et qui à chaque fois doivent me rappeler oui mais si regarde t'as fait ça machin, moi j'oublie. Donc voilà, après c'est surtout cette année où là je commence à me dire oh putain, j'ai quitté Golden, je suis depuis 2 ans, un peu plus. Donc t'as un truc où t'es là, moi je suis vraiment toute seule depuis 2 ans, mais toute seule niveau professionnel. Il y a personne, c'est mon travail, je gagne ma vie que grâce à moi, je suis mon propre patron, et donc t'as un truc de génial d'émancipation et de liberté et en même temps t'as un truc de oh, putain, mais et si j'arrive pas à me créer du travail, et si ça plaît plus, j'ai pas de plan B quoi, j'ai pas de plan B. Et du coup je trouve que ce choix que t'as fait il y a 2 ans, tu savais que si la peur était déjà présente en toi, t'avais un risque. Qu'est-ce qui t'a motivé à, on va dire, t'émanciper de Golden, si c'est le bon mot, mais d'aller encore plus toute seule et d'assumer complètement ce que tu fais seule? Comme le déclic à 27 ans, je me suis fait larguer. Non, je déconne. C'est la meuf qui se fait déclic à chaque fois. Non, pareil, tu sais, un petit bilan de ok, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et je me suis dit, c'était comme le boulot alimentaire, c'est comme si Golden était mon boulot alimentaire. Je me suis dit, si je me casse pas, je vais rester sur mes bas, je vais tourner en rond, je reste dans mon petit confort, enfin ce qui était plus vraiment un confort d'ailleurs, puisque en soi les gens pensent qu'on est payé, mais on n'est pas payé, hein. On n'a pas de salaire mensuel chez Golden. Mais c'était confortable parce que je savais que je ferais mes heures, que je savais que je tournerais dans les sketchs de machin, que je pouvais continuer à faire des sketchs. Donc je me suis dit bon voilà, ça fait 5 ans que je suis là-bas, ça commence à faire un petit moment, comme n'importe quelle boîte je pense, n'importe quel boulot, au bout de 5 ans tu te dis bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut pas que j'évolue un peu? Tous on a un peu éclaté, notre groupe il a éclaté aussi, tout le monde est parti un peu de son côté, donc je me suis dit allez. T'avais un sens de je me mets un peu en danger, je vais faire des choses que je sais pas faire et je vais
Ouais. chercher la difficulté et un peu l'inconfort. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, je vais pousser les limites et on va voir quelles sont mes limites et on va voir ce que je peux faire. Je me suis dit, après tout, il y en a plein qui le font tout seul, je vois pas pourquoi j'y arriverais pas. Et là, du coup, ça fait 2 ans. Et là, ça fait 2 ans. Ouais. Quel bilan tu fais? Est-ce que tu as envie de continuer? Est-ce que tu as envie d'aller plus loin? Est-ce que tu regrettes peut-être? Non. Non, bah, là, j'ai ouvert ma boîte de prod, donc en fait, tout va dans le sens qu'il faut. Le but, c'est de devenir indépendante à 100%. Et, tu l'es pas aujourd'hui? Bah, je suis indépendante, mais tu dépends toujours de... Tu vois, moi, j'avais pas de boîte, donc tu dépends de boîte de prod, et je suis trop contente d'ailleurs, parce que je travaille avec des gens super, mais c'est vrai que j'ai une envie, mais qui est peut-être pas très judicieuse, mais je suis très solitaire, moi, dans la vie. Et c'est vrai que j'aimerais trop, à un moment, arriver à un terme où je me produis, je réalise, j'écris et je joue. C'est super. Mais pas toute seule, bien sûr. avec des acteurs. J'ai envie de travailler avec des réalisateurs, j'ai envie de travailler avec plein de gens. Hein. Mais il y a ce truc de... Je crois que la paix de mon âme ne viendra que... là, ça y est, j'écris, je joue, je réalise parfois. Mais putain, c'est cool aussi de... Mais parce que j'ai un côté très autoritaire, un peu chef, où je sais tellement ce que je veux, que des fois, c'est très dur pour moi d'accepter des tierces. Et du coup, il faut que je travaille sur ça. Et est-ce que ça t'incite à avoir quand tu penses un peu à l'orientation des prochaines années, est-ce que ça t'incite à avoir une sorte de pensée, entre guillemets, stratégique, où tu te dis, bah, pour devenir complètement indépendante et gérer toutes les étapes, j'ai besoin plutôt d'aller vers ça plutôt que ça? Comment tu penses les choses, tes choix de projet? Bah, j'aimerais trop être un peu stratégique, mais j'y arrive pas. Moi, je fais tout à l'instinct et c'est pas fort. Là, le truc stratégique que j'ai fait cette année, mais c'est parce que vraiment on m'a poussé, parce que moi j'étais contre, c'est d'ouvrir une boîte. D'accord. Et en fait, j'ai été obligée de le faire. J'ai été obligée de le faire parce que j'ai des boulots qui... Enfin bon, c'est un peu compliqué, mais en gros, je facture des trucs et en tant qu'intermittente, je peux pas facturer des trucs et je peux pas perdre mon statut, je peux pas me permettre. Donc j'ai dû ouvrir une boîte. Et là, maintenant que c'est ouvert, je me dis, mon instinct me dit, putain, mais en fait, c'est un truc presque du destin. Ok, il faut aller vers ça, il faut tendre vers ça et vers une indépendance. D'accord. Et est-ce que tu choisis du coup les projets que tu vas mener en pensant quand même à ça, en te disant, bah, ça, si je peux pratiquer, être tous les différents secteurs de ce que j'ai envie de faire plus tard, c'est un bon projet? Ou est-ce que tu vas encore à l'instinct et tu te dis, je choisis un projet qui me plaît, qui me parle, qui me touche, je le réalise et ça m'approche un petit peu plus du but? Ouais, je fonctionne plus comme ça, tu vois, je fonctionne par étapes. Là, je me dis, bon, saison de genre humaine, on voit les retombées, on voit comment ça passe. Là, il y a un court-métrage aussi que je veux faire, on voit... Et en fait, étape par étape. En fait, si je commençais à projeter plus loin que demain, je vais me sentir mal. D'accord, je comprends. Ouais. Ça me fout le vertige, je sais pas faire ça, des trucs de stratégie. Ouais. Puis j'ai pas d'ambition démesurée. Ouais. Moi, mon ambition, c'est de réussir à continuer à faire exactement ce que je fais, c'est-à-dire payer mon loyer, manger, et gagner un peu ma vie pour partir dans les Cyclades. Et si j'ai ça, tu vois, bah en fait, je serais contente. Ouais. Donc là, t'as réussi au final? Bah là, ouais, pour l'instant. Après, voilà, j'ai toujours un truc, ça c'est cool. Ouais. T'as commencé à écrire à 13 ans, c'est ça? À 13 ans, bah oui, enfin j'ai commencé à écrire sérieusement, non, sérieusement. Ouais, mais je veux dire pour le fun, pour le plaisir. Ouais, même avant, parce que j'ai toujours eu mes journaux, j'ai toujours écrit des trucs, des histoires. J'ai eu ma caméra à 13 ans. Ah oui, à 13 ans, j'ai commencé à faire des sketchs. Mais, oui, c'est ça. Mais des sketchs, il faudrait que les voir, quoi. Oui, ça c'est une question. L'enfer, quoi. Ouais, c'est bien, mais c'est comme ça que ça commence. Il faut que ça commence comme ça. Et à quel moment tu t'es dit, ok, maintenant je veux être sérieuse avec ça et je veux en faire un métier? Franchement, très vite. Dès que j'ai eu ma caméra, j'ai dit ok, c'est ça que je veux faire. Après, j'ai découvert les nuls. Bah, vite, hein. Parce qu'on avait Canal, en plus, on regardait Nulle Part Ailleurs. Et très vite, j'ai dit, ah putain, mais c'est exactement ça que je veux faire. C'est ça. Et après, bah, et oui, c'est quand il y a eu l'émergence de Golden, de Wiggle, où je m'en souviens, j'avais vu Raph à une soirée, mais on tournait beaucoup ensemble, on se connaît tous depuis un moment quand même. Et je lui avais dit, j'avais vu le premier sketch et j'avais dit, putain, mais c'est Raph, prenez-moi, c'est ça que je veux faire, moi. Ouais. Je veux faire partie d'une bande. Genre. Ça, c'est venu assez tard au final. Bah ouais, ça c'est venu, oui, je te dis, à 27 ans, 28 ans. Et cette phase. Bah avant ça, je pensais pas que ça existait, qu'on pouvait le faire. Enfin, j'aurais pas eu le courage de le faire moi-même, tu vois.
Enfin, je l'ai fait avec ma petite série, le journal de Lolo. Ouais. J'avais créé ma petite série quand même, que je faisais tous les jours, mais j'étais toute seule. Ouais. Ce qui t'a permis quand même de, pendant un certain temps, pratiquer, t'entraîner, Ouais. t'améliorer, avoir des choses à montrer. D'écrire, d'être dans ce dont on parlait, d'être dans une action quotidienne. Ouais. Mais après, bon, c'était pas fameux, hein. Mais c'est vrai que ça a permis tout. C'est grâce à ça que je suis rentrée dans le Visiteur, du coup que j'ai rencontré des gens qui ensuite ont fait Golden. Et ensuite Golden, tout ça, donc c'est... Donc je persiste à dire que quand même l'action, C'est clair. c'est l'action qui permet d'avancer, quoi. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose de très fort chez n'importe quel créatif, c'est l'idée d'être en mouvement. Ouais. D'être dans l'action. Si t'es Ouais. dans l'action, tu vas avoir des effets composés qui vont faire qu'à un moment, il y a des choses qui vont émerger, quoi. Bah ouais, mais l'artiste immobile, il meurt en fait. Ouais. Tu meurs, c'est ce qui nous tue, l'inaction. Et regarde, c'est ce qui tue les acteurs qui tournent pas, qui attendent devant le téléphone. Et c'est pour ça que c'est impossible pour moi d'être actrice. Je veux dire, d'être juste actrice, c'est le... Tu dépends trop. Je l'ai fait, hein, mais c'est horrible. Tu dépends de... Enfin, t'imagines, c'est comme si tu dépendais... T'es avec un gars ou avec une nana et tu dois attendre qu'il ait envie de baiser pour baiser, quoi. Enfin, c'est horrible. Tout le désir est niqué. Enfin, je veux dire, ça te fait devenir fou. Moi, je pourrais pas. Ouais, je comprends. Tu disais tout à l'heure que t'avais un profil assez solitaire. Et après, tu nous parles Ouais. aussi donc, de cette période golden. J'ai été contradictoire, je sais. Non, je me suis c'est rendu super compte. intéressant parce que Ouais. est-ce que tu as l'impression que quand on démarre ou même après, pour se stimuler à avancer, l'effet de groupe peut être important? Est-ce que ce Ouais. groupe de Golden ou d'autres groupes que tu as eu avant t'ont motivé et tiré vers le haut pour qu'ensemble ouais. vous alliez atteindre Franchement, c'est l'objectif? les plus belles années en termes de rire, en termes de création. C'est mes plus belles années chez Golden. Ok. J'ai rencontré des gens, enfin tous les gens avec qui je travaille encore aujourd'hui, que je vois aujourd'hui, et c'est tellement stimulant, quoi. Tellement... J'ai appris à créer aussi là-bas, quoi. J'ai appris à construire mon cerveau, à le structurer, et ça, c'est vrai que ça me manque vachement. Le travail de groupe, là. Donc parce que il y a mes projets, mes trucs, machin. Par exemple sur Genre Humaine, c'est mon truc. Mais là, en ce moment, je rêve d'avoir des projets communs. Là, il y a une série qui s'appelle Zéro Stérone qui va sortir en septembre. Et on l'a écrite à 4 et j'ai adoré. Alors, il y a d'autres trucs compliqués quand t'écris à plusieurs, mais quand même, putain, c'est tellement stimulant d'écrire un truc à 4, à plusieurs et de pas être seul. Parce que c'est dur, hein, des fois, la solitude, tu tournes en rond, t'as pas de recul. Moi, ça marche avec des projets très personnels. Mais sur Zéro Stérone, typiquement, qui est de la pure fiction, enfin, complètement... c'est de la science-fiction. Et bah là, c'est cool d'être avec plusieurs personnes. Ça doit te tirer aussi, à te stimuler. Ouais, c'est hyper stimulant. Ouais. Ouais. Et du coup, t'as pas envie de recréer un petit groupe autour de toi? Peut-être informel? Si, ouais, là, ça me manque. Ouais. Parce que moi, je suis aussi un peu solitaire et je sens que... Enfin, j'aime bien être seul et écrire tout seul et être juste sur mon bureau, mais j'ai aussi besoin d'avoir des projets avec d'autres gens Ouais. et avoir ce truc-là où bah, c'est hyper stimulant Ouais, et non, ça, c'est ça t'empêche de tomber dans la résistance, Ouais. justement, de trouver des excuses et ça te pousse à... Ouais. En termes de rigueur et d'exigence, c'est hyper intéressant, je trouve. Bah là, moi, ce que j'aimerais vraiment cette année, c'est retrouver un groupe d'auteurs, en fait. Enfin, tu sais, bosser sur une série avec plusieurs personnes et travailler vraiment en tant qu'auteur sur ça, quoi. Je comprends. Comment tu fais pour nourrir ta créativité? Est-ce qu'il y a des choses qui te donnent de l'énergie créative? Est-ce qu'il y a des choses qui t'en font perdre? Comment tu Alors, le truc, ce qui me fait perdre mon énergie créative au quotidien, c'est les réseaux. Non, ça m'en donne. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Les réseaux sociaux, je pense que ça nous nique tous d'une certaine manière. Et ça nique dramatiquement la créativité parce que tu vas utiliser de l'énergie créative pour des stories, pour un post, pour machin. Et en fait, là où c'est trop dur, c'est que c'est quand même notre taf. Tu ne peux pas échapper à ça. Moi, je gagne ma vie aussi grâce à ça. Donc, t'as ce truc de... Parce que moi, ma psy, elle veut que j'arrête ça. Elle pense que ça me nique. Et je suis d'accord avec elle, sauf que je gagne ma vie grâce à ça, donc je peux pas renoncer. Et en plus, je suis droguée à ça. Donc t'as ce truc qui clairement nous pompe, tous. Et dans ce qui nique l'énergie, après, je dirais... Enfin, en tout cas pour moi, je crois que c'est ça, hein, c'est les réseaux. Et ce qui en donne, c'est... ça peut être des voyages, de couper. Ça me fait du bien quand je coupe justement cette merde, là d'un coup, de discuter, de voir des gens, voilà, Du coup, de sortir. Tu t'imposes des rythmes, tu coupes? Ou Bah là, je l'ai pas assez fait cette année. C'est pour ça que là en Grèce. Mais putain, c'est dur parce que tu sais, tu te dis,
allez, j'en profite là, je vais couper, mais en même temps tu te dis on est en plein septembre, oh là là, imagine quelqu'un. Enfin tu vois, il y a le boulot là, il va y avoir la prépa de genre humaine, je peux pas couper comme ça 10 jours. Enfin je peux, mais je veux pas parce que j'ai peur. Et aussi t'as ce truc de ah mais j'ai envie de faire des blagues, tu vois, donc t'as le réflexe de putain j'ouvre Insta, je fais une story et je fais une blague, j'ai trop envie de... Putain, et ouais, moi il me faut vraiment ce moment où je dis stop, c'est pas grave si tu fais pas des blagues, mais j'ai trop peur qu'on m'oublie en permanence. Donc en fait, il y a comme un truc Insta, c'est n'oubliez pas, je suis là, regardez, j'existe. Je suis en vacances, et t'as un truc où j'ai l'impression qu'on est tellement périssable, surtout sur internet, où on sait pas trop ce que ça va donner. C'est un système économique qui nous dépasse encore un peu, quoi. Et du coup, je sais pas comment agir et voilà. Ouais. C'est lié aussi à cette peur de retomber dans le job alimentaire un jour. Et en même temps, j'ai l'impression que les gens aujourd'hui sont de plus en plus capables de comprendre que voilà, t'es une être humain comme une autre, tu fais plein de choses géniales, et en même temps, t'as le droit d'avoir des moments de repos et des... Bah ouais, non mais il y a que moi qui m'impose ça. Je sais bien que les gens qui me suivent diront rien, tu vois, ils sont pas tyranniques. Mais... Et puis il y a un besoin aussi de ces gens-là. C'est devenu un besoin. C'est devenu un rapport... pas malsain, je pense pas, mais t'as un truc de putain, c'est cool d'être encouragé chaque jour. Tu lis les messages des gens? Ouais, tous les messages. Tout le temps. Okay. Ouais. Tu leur réponds à tous ou pas, ça prend trop de temps? Non, pas. C'est pas que ça prend trop de temps, c'est que parfois il y a rien à répondre. D'accord. Et quand ça me touche particulièrement, en général, quand même, je réponds. Mais tu vois, si par exemple c'est oh là là, t'es trop belle, bon bah. Ouais. Je vais pas répondre. En revanche, si c'est ah là, j'ai vu ton épisode là et je voulais savoir, là tu parles de ça m'a rappelé ça, là oui, parce qu'il y a une discussion qui est nourrissante. Et ça te donne de l'énergie, ça? Ouais. Ces retours des gens? Ouais, ça donc c'est derrière peut-être le penchant positif du réseau. Bah c'est ça. Qui va quand même te confirmer dans ce que tu fais et te dire, il y a des gens qui apprécient. C'est pas que le négatif, c'est pour ça qu'on tombe dedans comme des cons. Et tu écoutes les feedbacks que te font les gens? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et et est-ce que tu te dis, on m'a fait ce retour-là plusieurs fois, la prochaine fois je fais gaffe à ça? Ouais, c'est pas arrivé. Attends, qu'est-ce qui est. C'est pas arrivé encore le truc négatif où je me dis faut que je change. Au contraire, pour l'instant c'est positif, donc je me dis faut que je continue dans cette voie-là. Mais après, évidemment, s'il y a un truc redondant, là j'ai pas. Mais s'il y a un truc qui revient souvent, je vais me dire ok. Un truc que je trouve super fort chez toi, c'est que aujourd'hui tu touches à plein d'arts différents. Si art c'est le bon mot, mais à plein de choses différentes. De domaines. De domaines, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été présent ou c'est aujourd'hui tu essayes d'aller vers la BD par exemple, vers d'autres formats qui vont nourrir peut-être ta stimulation intellectuelle ou ta créativité, ou est-ce que ça a toujours été le cas? La BD c'est une occasion. Davy Mourier c'est un très bon ami, l'éditeur, donc il m'a poussé. Non d'ailleurs c'était Dupuis qui était venu me chercher. Ça c'est des occasions, mais je suis quelqu'un qui m'emmerde assez rapidement. Okay. De toute façon c'est en moi depuis toujours de toucher à plein de trucs. J'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours joué de la comédie, j'ai toujours essayé plein de trucs. Et donc voilà, après je suis assez passionnée comme plein de gens, donc t'as envie de faire plein de trucs quoi. Ouais. Mais ça revient encore avec la conscience de la mortalité, parce que c'est cette conscience-là qui fait que tu sais, en fait, on est boulimique de vie, de trucs, d'expérience, Je comprends. Est-ce que t'as eu des projets qui n'ont pas marché? Bah, plein. Ouais. Bah ouais, non mais attends, plus de projets qui n'ont pas marché que des projets qui ont marché. Raconte-nous. Non mais c'est marrant parce que... Une de tes plus grosses galères ou un échec fort que t'as eu où tu te dis ça j'avais vraiment mis tout mon cœur et finalement ça... Bah là c'est récent. Ok. Bon, c'est pas encore enfin je pense que c'est quand même mort, mais une série sur laquelle je travaille depuis 2016 qui s'appelle Break Up et qui est vraiment mon bébé, j'ai mis toutes mes tripes dedans. On a fait je travaille avec Vladimir Rodionov dessus qui était le créateur de Golden Moustache et qui est mon directeur d'écriture avec qui je travaille sur d'autres choses, d'autres projets. Et cette série donc elle est chez Golden. Ils ont essayé de la vendre sur dossier, ils n'ont jamais réussi. Du coup l'été dernier on a dit allez on tourne un pilote, ce sera plus facile pour la vendre. Et là un an après personne, aucun diffuseur n'en a voulu. On n'a jamais de raison, ça passe de le casting n'est pas assez connu à non mais c'est un sujet, c'est trop dramatique, à ça marchera pas, en France on cherche pas ça, ou bon.
Il y a parfois, en général, il n'y a même pas d'explication. Mais donc, ouais, t'as ce moment où tu reçois le mail alors que t'es sur un projet depuis 2016 machin, Netflix veut pas, Amazon veut pas, Orange veut pas, machin veut pas, donc je sais plus quoi faire. Et toi, qu'est-ce que ça te pousse comme réflexion? Est-ce que ça alimente tes peurs? Est-ce que ça fait remettre les choses en cause? Mon premier réflexe, ça a été de chialer toute la journée comme une conne. J'ai eu Vladimir longtemps au téléphone, machin. T'as un truc de putain, tout ça pour ça, quoi. Vraiment, même pas une explication, machin. Et puis le lendemain, j'ai laissé ça de côté. Et puis là, là, mon réflexe, c'est que je vais le faire moi-même. Personne ne veut le faire, je vais le faire en fait, comme tout ce que je fais professionnellement. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a la boîte qui existe, c'est pourquoi pas, je sais pas, mais là j'essaye de faire un peu des pubs sur Insta pour en fait les gens ils disent putain influenceuse machin. Non, en fait l'argent que je vais avoir ces trucs là, je vais pouvoir produire mes trucs. Donc en fait tout a un sens, tout résonne. Donc l'idée c'est de pouvoir faire encore un maximum d'OP avec des marques pour alimenter la boîte, ensuite pourquoi pas faire un kiss machin et la faire, mais je la laisserai pas mourir. Je laisserai pas mourir. Ça te donne un côté je vais leur montrer que je veux la faire, et puis un côté de vous en voulez pas, je m'en branle, je vais le faire quand même en fait, j'ai pas besoin de vous. Alors oui, ce sera pas sur Canal, oui ce sera pas sur Netflix, ce sera sur ma chaîne, mais ce sera en fait juste que ça existe. Et c'est à la fois une force parce que tu te dis tu mets tout ton cœur là-dedans. Ça dépend de personne, quoi. Voilà, tu mets tout ton cœur là-dedans. Certes, ce serait sûrement plus simple si certains gros pouvaient venir soutenir et te dire ok, c'est parti. En termes de thunes, déjà. Ouais. Et en même temps, c'est super parce que tu te dis je perds pas espoir, je me bats, je continue un peu dans l'armée des rebelles, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire comment je peux arriver. Il y a des tas de gens qui aiment mon travail et qui aiment ce que j'ai construit. Alors avec eux on va le faire et c'est ça aussi qui embarque les gens derrière. Après il faut savoir se remettre en question aussi, quand autant de diffuseurs te disent non, il faut aussi savoir te dire est-ce que c'est pas de la merde. Et comment tu fais le tri sur ça? Comment t'estimes la qualité de ton travail? Alors je sais que j'estime pas la qualité, je sais que c'est ce que j'ai envie de dire et que c'est comme genre humaine, à partir du moment où ça j'ai envie de le dire, je pense que ça pourra parler à des gens. Et si je me plante pas, après ça se trouve je vais me planter, mais je pense vraiment que quand t'es dans la nécessité de dire quelque chose, ça se ressent quand t'es dans une sincérité absolue et que ça tombe forcément, ça tombera même si c'est 10 personnes, putain c'est quand même 10 personnes à qui je vais parler et c'est 10 vies, donc ça vaut, et ça compte. Il y a plein de bouquins qui ont été refusés par tous les éditeurs. Et les mecs l'ont quand même sorti et ça a fait un carton et tout le monde l'a rappelé après. Et donc si la personne n'avait pas fait l'effort, si l'auteur n'avait pas fait l'effort de le publier quand même, il serait tombé aux oubliettes et personne ne l'aurait vu, tu vois. Il faut se battre et puis c'est tellement... Aujourd'hui, vendre un programme à Netflix ou Amazon, enfin je veux dire, mais c'est perdu d'avance, c'est impossible. À moins d'être Pierre Ninet ou une tête d'affiche, je veux dire, moi je suis personne, quoi. Donc de toute façon, voilà, c'est sûr que tu vas plus galérer... Puis il y a des cercles, machin, mais comme nous, je me disais, on fait tourner on est vachement dans notre cercle, nous, sur internet. Golden. Ouais. Bagel, Golden, Mixicom, on est tous, tu vois toujours un peu les mêmes gueules en réalité. Et là, je me disais, je vais faire un casting pour Genre Humaine aussi pour amener d'autres gueules. Je me dis, il faut aussi s'ouvrir, quoi. Est-ce que quand tu regardes ton quotidien et ce que tu fais, ce que tu crées, est-ce que tu as l'impression d'avoir une marge de progression? Et si oui, comment tu fais pour essayer de progresser? J'espère que j'ai une marge de progression. Ouais. J'espère. Entre les topos et Genre Humaine, j'espère qu'il y a une marge. Comment je fais? Tu la vois cette marge Là, je la vois parce que quand même, je vois que je passe d'un podcast face cam à une fiction qui se suit où les dialogues sont plus chiadés. Ou, voilà. Alors après comment je fais pour progresser, écoute, là si je fais la saison de Genre Humaine c'est des sujets encore plus, j'essaye de saison en saison, je vais essayer d'aller plus loin, même là en termes d'image. Amaury le réalisateur il va faire un truc vraiment bien, on va avoir un matos plus performant, donc t'as la performance la progression qui va être purement technique en fait, où tu vas le voir à la lumière et tout, mais tout ça nécessite de l'argent. Et après tu l'as aussi je pense avec ce que tu as envie de raconter, j'espère que dans la vie tu progresses, quoi. Dans 5 ans j'aurai des trucs peut-être plus...
t'auras vécu d'autres choses. Ouais, qui permettront de progresser d'une certaine manière aussi dans un, un nouveau Et style. quand tu regardes ton toi des premières années où tu commençais à créer des choses, alors peut-être pas la période de 13 à 16 ans, mais on va dire dans ta vingtaine, est-ce que déjà quand tu regardes en arrière, tu te dis waouh, il y a quand même du chemin qui a été fait. Oui, tu te dis waouh. Okay. Ouais. Trop bien. C'est bon, c'est un bon signe. C'est bon signe. Bah oui, quand même, putain, ça serait chaud. On peut que te sauter que dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est la même chose quoi. J'ai vu ton casting pour Plus belle la vie. Enfin, pas ton casting, une interview que t'as fait pour Plus belle la vie. Avec plein de vent là. Oui. Oui, on comprend. Putain, c'est encore sur Dailymotion. Ouais, sur incroyable. Dailymotion, ouais. Oh, putain, j'ai aucun souvenir de ce truc. Ouais, mais c'est des questions cons, non? Oui, c'est des questions. 2011. Ah oui. Ouais, 2011. Et une autre question que je voulais te poser, est-ce que pour toi c'est facile de dissocier toi à la caméra et toi en vrai? Ah, le personnage. Le personnage de qui t'es vraiment quoi. Bah ça dépend des projets. Ouais. Sur Genre Humaine, c'est moi. Ouais. Mais ça se voit que c'est toi. Ouais, c'est moi. Et du coup tu te mets aucun filtre ou tu mets quand même un masque? Non, aucun. Bah non, ça marcherait pas sinon. Et je pense vraiment que ce qui fait que ce projet... quand je dis qu'il marche, c'est en termes de retour. Ouais. Ce qui fait qu'il marche, c'est qu'il n'y a pas de masque. Et que je veux pas, les comédiens qui interviennent, je veux qu'ils enlèvent un maximum leur masque aussi. Parce que c'est le projet qui exige ça. Dans Break Up, par exemple, c'est moi, mais c'est moi à 26 ans, 27 ans. Donc il y a quand même, là, il y a un filtre et il y a un masque, puisque je suis plus cette personne. Mais... Et dès le départ, t'as réussi à ne pas avoir de masque? Ou c'est un travail que t'as fait Non, ça c'est un vrai travail. Ouais, parce qu'en plus je viens du théâtre, donc autant dire que des masques, putain. Oui, j'arrivais en casting après le conservatoire Cours Florent, les directeurs de casting me disaient mais en fait faut que tu gommes tout ce que t'as appris. Parce que ça t'enlève ton naturel, ça... Et puis comme j'étais très jeune, t'es façonnée parce que t'admires un prof, t'es amoureuse d'un prof, donc du coup t'es... Ouais, moi j'étais complètement façonnée quand je suis sortie des écoles, quoi. Je voulais te parler d'un sujet aussi qu'on n'a pas trop abordé encore, mais qui m'intéressait dernièrement, c'est la question de l'originalité. Est-ce que tu penses que pour réussir, on va dire pour développer tes projets créatifs et qu'ils aient une résonance, on va dire si on peut appeler ça réussir, est-ce que tu as senti toi le besoin de développer une originalité ou tu as toujours essayé d'être en adéquation avec qui tu es simplement? Non, mais il faut absolument être en adéquation avec qui tu es, parce que si tu développes, j'en vois qui développent des fausses originalités qui sont pas... c'est pas eux. D'accord. Et du coup, je trouve que c'est fake. Souvent, donc j'y crois pas. Tu le sens, je pense. Ouais. Mais être toi, c'est original aussi. Ouais. Et être toi, c'est original. Tu penses que t'es original, toi, dans tes créations? Mais c'est une bonne question, je sais pas. Je pense pas, parce que regarde, ça... Dès que je sors un épisode, ça... mais moi, tout le monde est comme ça. Au contraire, c'est complètement banal, mais c'est des trucs qui sont peut-être... C'est original d'en parler, peut-être. Je sais pas, tu vois, de... Ouais, je pense que tu es dans le sens où, comme tu disais, t'enlèves ton masque. T'as pas de masque, et donc c'est vraiment toi. C'est peut-être ça, l'originalité, ouais. Et donc t'as un thème qui parle à tout le monde, mais dans la manière dont tu le traites, dont tu t'en parles, c'est ça qui fait que c'est original. Et je pense que le jeu, ça consiste justement à se défaire de tous ces masques, de tout ce qu'on pense de toi et de tous les endroits où on va t'emmener pour être au maximum toi, quoi. Ouais. Voilà. C'était un très mauvais sonore. Et puis une autre question qui peut être un peu liée à ça, est-ce que t'as l'impression que ton style a évolué dans ce que tu fais? Ouais. Enfin, en fait, je me suis vachement cherchée. Hein. Tu cherches encore aujourd'hui ou tu commences à voir? Là, je commence à voir en tout cas ce que je veux faire. Je pense qu'il va y avoir d'autres moments où je vais me chercher, mais je touche du doigt j'ai compris ce que je voulais faire. Là, vraiment, je sais ce que je veux faire dans la fiction. Je sais de quoi je veux parler, je sais ce qui me parle. Enfin, mais parce que tu grandis aussi, donc tu sais ce qui te touche, tu sais ce vers quoi tu tends, vers quoi tu veux aller. Et c'était quoi la question? Ton style, les évolutions de ton style. Ah oui, l'évolution du style. Donc ouais, en fait, il y a une base qui est là, mais en fait, le journal de Lolo, par exemple, c'était... Je parlais, en fait, finalement, j'abordais les mêmes sujets, mais avec un masque. Je jouais une conne, machin. Ensuite, les topos de Lolo, c'est les mêmes sujets, mais pareil, sous couvert de sketch. Tous les sketchs que j'ai fait chez Golden, c'est des sketchs, en fait. Mais c'est toujours les... En fait, Genre Humaine, finalement, c'est exactement ce que je faisais, mais dépouillé de toute forme de masque ou de... J'ai enlevé le sketch et en fait j'ai gommé tout et j'ai dit ok, voici l'essence
Voilà, on prend l'essence. Je trouve ça génial. Et juste ce que je trouve assez parlant, c'est que du coup tu viens de dire là je me suis trouvé, enfin en tout cas j'ai trouvé ce que je veux faire, et t'as mis quoi, peut-être 10 ans, 15 ans pour le trouver quoi. Ouais. Oui, et puis ça se trouve, je vais trouver forcément, ça se trouve, j'espère dans 5 ans, autre tu chose diras, quoi. Je dirais, bah oui, maintenant j'ai encore gommé, il reste plus rien. Du coup c'est la preuve que si t'attends de te trouver avant de te lancer, tu te trouveras jamais en fait. Ah ouais, Il mais faut c'est y vrai, aller, c'est intéressant ce que tu dis, parce que t'en as tellement qu'attendre de se trouver, et non, Ouais. c'est en te lançant que tu vas trouver, tu peux pas trouver à 20 piges Ouais. qui tu es artistiquement, ce que tu veux défendre, pourquoi, quand, comment. D'ailleurs, c'est un truc qu'on dit vachement dans les cours de théâtre, oui, qu'est-ce que vous voulez défendre? Moi, je trouve ça dramatique de dire ça à un gamin de 20 ans, parce qu'en fait, t'es en panique. Ouais. Mais je sais pas ce que je veux défendre, je sais pas, tu vois. Ouais. À 20 ans, qu'est-ce que je voulais défendre? Je sais pas, à 20 T'as ans... rien vu de la vie à 20 ans. C'est clair. Bah ouais, tu sais pas. Moi c'est similaire à l'orientation après le bac. Qu'est-ce que tu veux faire de ta Ouais, vie? c'est Je c'est sais rien, compliqué. j'ai rien vu, je sais même pas où je m'engage. Je pense que c'est exactement cette pression, ouais. Et dans cette période où tu disais que tu te cherchais, t'as réussi à trouver du coup en testant des choses, en voyant ce qui fonctionne, ce qui te plaît, ce qui résonne en toi. C'est ça qui t'a permis de trouver petit à petit un peu plus une boussole un peu plus claire. Oui, mais après c'était pas conscient, j'étais pas en mode ok je vais chercher, ça s'est fait très naturellement quoi. Avec les rencontres, avec les choix que tu fais aussi. Trop bien. Il y a 3 questions qu'on aime bien poser à la fin de chaque épisode. La première c'est est-ce qu'il y a, quand tu regarderas en arrière dans quelques décennies ou plus tard, est-ce qu'il y a une trace que tu aurais aimé laisser, que tu seras fier d'avoir laissé? Bah des enfants. Des enfants, d'accord, super. L'autre question qu'on a, c'est moi et Kylian, on est un peu sur le chemin, on va dire, de notre carrière créative. On sait pas trop ça aux années, mais on est au début. En tout cas, on s'engage. Qu'est-ce que tu conseillerais à la fois à nous et à des gens qui eux aussi sont au début de leur chemin? Ou à ton ami qui a ses jobs alimentaires et qui n'ose pas faire autre chose. On va mourir. On dirait ça, on va Memento mourir. mori, ouais. Donc vas-y, en fait, il y a tellement rien à perdre, tout ça est une mascarade. Hein. Ouais, vas-y quoi, lance-toi. Il y a rien à jouer, il y a personne qui est au-dessus, personne qui est... Voilà, juste garder c'est ce que je dis toujours, moi, quand j'ai peur de quelqu'un ou de quoi, vraiment, j'imagine les gens dans un cercueil. Enfin, en fait, je pense juste très fort au fait qu'on finit tous au même endroit. Donc, il y a personne qui est au-dessus, il y a personne qui est en dessous, juste le jugement. Attention, hein, c'est facile à dire, il y a encore des moments où... Voilà, mais quand j'ai peur de quelqu'un, d'une situation, je pense vraiment au fait qu'on finit au même endroit. Donc... Finalement, c'est vachement rassurant. Bah ouais, finalement, c'est vachement rassurant. C'est le seul moment où la mort devient un peu rassurante. C'est quand tu sais qu'elle concerne tout le monde. Et puis, il y a une dernière question qu'on aime bien. C'est pas vraiment une question, mais c'est est-ce que toi, tu es plutôt bande dessinée ou livre? Parce qu'on a un petit cadeau pour toi. On a besoin que tu Livre. répondes. Livre plutôt Ouais. livre. Très bien. Bah, j'aime bien les bandes dessinées aussi, je peux pas voir les deux. On peut peut-être s'arranger. Je pense que ça va te plaire parce que... C'est ton livre? Non, Ouais, il peut te l'envoyer après. Hein. c'est pas aussi prétentieux, mais... Ah, mais c'est trop mignon, c'est Oui. emballé et tout. On parlait justement de avoir conscience de la mort et du coup peut-être que tu l'as déjà lu. Moi je l'ai fini il y a pas très longtemps et j'ai trouvé... Ça fout le cafard, ouais, parce que... Non, en ce moment, il faut que j'ai des trucs positifs. Non. Parce que là, avec la forêt, la crise écologique, ça va pas. Ouais, effectivement. Ah, non, je l'ai pas lu. Donc c'est Mémoire d'Adrien. Mais j'en ai de entendu parler de Marguerite ça. Yourcenar. Et moi je l'ai fini il y a pas Putain, très mais longtemps. c'est génial, c'est trop bien de venir et vous voir. je le trouve vraiment ouf. Vous m'avez En fait, mis une c'est- petite dédicace? On va la Non, faire on après. va te la Ah faire. ouais, parce que... Et en fait c'est donc Marguerite Yourcenar qui est la seule femme, enfin la première femme reçue à l'Académie française, Ah oui, voilà, c'est pour qui ça l'a écrit que je la en connais. 51. Ouais. Et L'histoire en est fait- incroyable, et si en tu veux. fait, elle se... Tu l'as lu aussi? Je n'ai pas lu l'histoire, mais l'histoire du livre est incroyable. Oui, l'histoire du livre, mais l'histoire, c'est en fait, elle se place dans la peau d'Adrien. Ouais, C'est une lettre qu'elle écrit à son successeur qui est Marc Aurèle. ouais. Et en gros, elle lui raconte sa vie et elle arrive à te replonger dans le 2e siècle après Jésus-Christ. Tu t'es vraiment à Rome quand tu lis le truc, quoi. Et t'es dans les pensées putain. d'Adrien et à la fin, il veut se suicider, elle parvient à le raconter. Enfin, c'est assez dingue. Ah mais c'est Et trop elle a bien, mis- est-ce elle a que je mis peux le 27 lire ans pour l'écrire. en Grèce ça? Oui. Bah, c'est Parce que parfait. tu vois, j'avais pas de livre pour la Grèce. Ah ouais. Et Adrien est un grand fan de la Grèce. Ah ouais C'est l'empereur grec par excellence, qui a essayé d'initier Rome à la Grèce. Donc ça va te plaire. Ouais. Et ça parle beaucoup de Athènes dedans aussi. Trop bien donc, les gars, merci beaucoup. Et je sais pas si on l'a entendu au micro, mais Valentin disait qu'elle a mis 27 ans à 27 l'écrire. ans pour l'écrire. Ce qui est quand même. 27 ans, ouais. En fait, elle a commencé à 19 ans
Et parce qu'elle a visité la Villa Adriana à Rome, elle s'est dit ce mec-là est incroyable. Elle a lu une phrase de Flaubert, je crois, qui disait que c'était le Et Dieu n'étant plus et le Christ n'étant pas encore, il y a eu, c'est ça la phrase ? C'est ça, je crois que c'est ça. Il y a eu de Cicéron à Marc Aurèle un moment unique où l'homme seul a été. Voilà, et donc cet homme seul, c'est Adrien. Et du coup, elle a écrit sur lui, et pendant 20 ans, elle a hésité. À la fin, elle raconte, elle dit une phrase comment est-ce que j'ai pu être aussi bête de penser que j'allais pouvoir faire une œuvre comme ça, et au final, elle est au bout. C'est fou. J'ai trouvé ça dingue quand j'ai lu ça. Bah merci, ça me fait bien plaisir. Avec grand plaisir. Bah, Je suis une grande lectrice. C'est vrai ? Ouais. Cool. Tant mieux. Et ben, merci beaucoup. Franchement, merci c'est à vous, les garçons. Merci à Je sais toi. que les journées peuvent être chargées, et surtout avec plein de projets comme toi. Non, là ça va, à la rentrée, là, pas Ouais. trop. Mais c'est en tout cas un plaisir de t'avoir accueilli parmi nous, et Bah merci de m'avoir une très belle invité. discussion. J'espère que ça va cartonner. Bah, merci beaucoup. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode. On a adoré l'enregistrer. On espère que vous avez également adoré l'écouter. Et comme d'habitude, Si vous voulez nous aider, on sera ravis d'avoir un avis de votre part sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez acheter le livre de Valentin, qui est un excellent livre et qu'on vous recommande fortement, surtout moi, parce que Valentin est un peu biaisé forcément. Partagez-le avec vos amis, et puis si vous voulez vous abonner à la newsletter, on a un petit lien dans la description, on sera ravis de continuer à vous partager des informations sur la créativité dessus. à lundi pour le numéro 6. Bonne semaine!